Je veux donc vous saluer, vous féliciter. Je pense que c'est super que nous ayons réussi à passer un accord plutôt que de perdre du temps à jouer. Je pense que c'est le plus gros accord jamais conclu. Donc je tiens à vous remercier. Un grand merci. Merci. Nous avons un accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde. C'est un accord extrêmement important, de grande ampleur, qui va apporter de la stabilité, de la prévisibilité, qui est importante pour les deux côtés de l'Atlantique. Ce sont des droits de douane de 15%. Voilà, on va détailler un peu tout ça, mais je voudrais la réaction, on a entendu les économistes, les politiques, je voudrais la réaction des entreprises, en l'occurrence avec vous Bernard Cohen-Haddad. On entend à l'instant Madame von der Leyen dire on a réussi à trouver un accord, ce qui va donner de la stabilité, de la prévisibilité. C'est déjà ça, c'est déjà peut-être la seule, mais bonne nouvelle du soir. Après un semestre d'agitation, il faut vous rappeler qu'on a eu quand même des hauts et des bas, des ordres et des contre-ordres, des menaces, la politique de la canonnière, une tempête financière, une tempête douanière, une tempête économique qui était due non pas à un problème de nos économies, à un problème du président Trump qui disait le lundi quelque chose, le mercredi autre chose et le vendredi avait changé d'idée. Néanmoins, cet accord, on a l'impression qu'on a un peu sauvé les meubles quand même. Alors, on n'a pas tout sauvé les bijoux de famille. Ceci étant, on était parti de 8% pour aller à 30%, on est à 15%. C'est pas si mauvais que ça. Maintenant, il faut quand même rentrer dans le détail on va le faire. Et voir comment les entreprises et aussi les investisseurs vont prendre cet accord, d'autant que, d'après ce qui a été annoncé, le président Trump reste droit dans ses bottes, comme on dit, avec une volonté de maintenir des investissements directs européens chez lui. Ça a été dit aussi de pouvoir nous vendre un certain nombre de produits et aussi de faire en sorte que nous achetions des énergies. Donc tout ça fait partie d'un vrai débat. Je pense que c'est un accord qui va surtout nous aider en matière de stabilité. Ce que nous avions vécu ces derniers mois était vraiment difficile pour les entreprises parce qu'une entreprise n'aime pas le stop and go. Bien sûr. Une entreprise, elle aime la stabilité et c'est vrai que nous étions dans une zone de turbulence. On paiera sans doute plus cher, mais on aura peut-être de la stabilité. Donc finalement, nous sommes gagnants sur la durée. Alors, on va quand même aller tester l'ambiance du côté de la Grande-Bretagne, parce qu'Elise Stern est là-bas de l'autre côté de la Manche, vous le savez. Elise qui nous raconte, qui nous explique comment tout cela s'est passé. Pour Ursula von der Leyen, cet accord, ou plutôt cet énorme accord, comme elle n'a cessé de l'appeler devant Donald Trump, est exactement ce que les deux parties voulaient. Elle affiche donc sa satisfaction d'avoir arraché ces 15% de droits de douane à Donald Trump pour l'Union européenne, un tarif moins avantageux en quelque sorte que celui des Britanniques qui ont eu 10%, mais qui reste largement préférable à ce qui se profilait si ces négociations n'avaient pas abouti, c'est-à-dire 30% de droits de douane sur les produits européens. Donald Trump a également affiché sa satisfaction. Il estime que tous les pays de l'Union européenne doivent être heureux de cet accord. C'est 1,4 trillion d'euros qui sont en jeu avec des produits particulièrement concernés comme les voitures allemandes par exemple ou encore les alcools français comme le cognac ou encore le beurre irlandais. En revanche, certains secteurs ont été exclus de cet accord. Il faudra renégocier, notamment en ce qui concerne le secteur pharmaceutique. Il n'y a pas non plus de changement dans la mise en œuvre de ces droits de douane. Ce sera bien le 1er août qu'ils entreront en vigueur. Elise Stern, donc depuis Londres. Alors on va détailler tout ça évidemment. Anne Kratz, d'abord sur la théâtralisation de cette chose-là et de cette annonce. Bernard Cohen-Haddad le disait à l'instant, on avait commencé très haut, on était retombé un peu plus bas, puis finalement on a fait une coupe mal taillée. Il est un peu toujours comme ça, Donald Trump, c'est-à-dire qu'il menace très fort et puis après il négocie. Ça, on s'attend à ce genre de choses de sa part. Moi, je dois dire que du point de vue français, on peut dire contre mauvaise fortune, bon,
cœur. Et du point de vue américain, ça y est, j'ai eu un deal. J'aurais pu leur mettre 20%, mais j'ai été gentil, je leur ai mis 15%. Le diable est dans les détails, comme ça vient d'être dit. Le diable est dans les détails. Et il y a quelque chose qui est quand même assez hallucinant, moi je trouve, c'est qu'en plus de 15% de droits, Trump a réussi à convaincre Mme von der Leyen qu'il faut acheter 750 milliards d'énergie. Alors l'énergie, c'est quoi? C'est du pétrole et du gaz de fracking. Alors la COP 24, je ne sais plus combien elle était de Paris, tout ça, on s'en fiche. Et puis l'autre chose, c'est 650 milliards, je crois, d'armement. Ça c'est une chose. Et puis après il y a aussi, je crois, un certain nombre d'investissements qu'il faudrait faire, comme l'ont promis par exemple les Japonais, les Chinois, enfin les Taïwanais surtout, etc., etc. Donc là, comme je dis, je crois que en ce qui me concerne, je dis contre mauvaise fortune bon cœur, parce qu'il y a quand même un élément important, et c'est celui qui vient d'être dit, c'est-à-dire celui de la stabilité, en tout cas d'une stabilité qui est sans doute un petit peu qui durera peut-être pas longtemps, mais pour le moment, on sait qu'on a 15%. Mais après, il faudra aussi le diviser entre les pays. On va voir qui va en profiter le plus et qui va en profiter le moins. Et je crois que si une personne, si j'étais une personne dans la rue, je suis une personne dans la rue, je me dis combien l'Allemagne va payer, combien l'Italie va payer, combien la France va payer, etc. Je veux dire que là, on va commencer à se trouver devant des situations politiques intérieures à la France, puisque nous sommes en France, qui vont être quand même assez compliquées. Alors, pas de réaction officielle du gouvernement français pour le moment, en tout cas pas que je sache. Je sais qu'avant de rentrer sur ce plateau, il n'y avait pas de réaction. Les Allemands se sont dit satisfaits d'un accord qui évitait l'escalade, sauf la chimie allemande qui dit que tout cela est trop élevé. Il faut préciser quand même, Nicolas Gottsman, que cet accord, c'est un accord cadre en fait, qui est signé, et puis maintenant tout ce qui est à l'intérieur va être en négociation, évidemment. Oui, c'est le même format qu'on a eu avec le Japon il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'on a eu les annonces d'abord et ensuite le détail, et on voyait que le gouvernement japonais en fait découvrait au fur et à mesure les détails, et on voyait que ça commençait à croisser un petit peu, donc il va sans doute y avoir encore des négociations entre les deux, mais je trouve que ce qui est assez fascinant, c'est de voir que les États-Unis, c'est la première économie mondiale, c'est 26% du PIB mondial. L'Union européenne, c'est 18% environ, et donc là aujourd'hui, on a une Union européenne qui accepte sans aucune contrepartie de payer 15% de droits de douane pour accéder au marché américain. Et la question, c'est pourquoi les Européens acceptent-ils cela? Et je pense que la seule réponse qui existe, c'est que la seule croissance de la consommation qui existe au niveau mondial, c'est aux États-Unis. Et c'est pour ça que les Européens aujourd'hui sont prêts à accepter ce prix-là pour accéder au marché américain. Comme d'autres pays vont le faire, le Japon a accepté 15%, le UK a accepté 10%, les Chinois aujourd'hui payent 50% pour avoir accès à ce marché-là, sans que personne dans le monde entier ne se pose la question de savoir s'ils ne vont pas générer de la croissance eux-mêmes sur leur marché de la consommation. Et ça, c'est le cas aujourd'hui de l'Europe. Et je trouve que le signal envoyé aujourd'hui par Ursula von der Leyen, c'est en fait, nous avons un modèle exportateur et nous acceptons aujourd'hui de payer 15% parce que nous n'avons pas l'intention de changer de modèle. Et donc nous acceptons de payer ça. C'est le prix qui va nous être mis sur le dos. Mais nous ne changerons pas le modèle. Mais dans la mesure où il avait mis un ultimatum au 1er août, il y avait des signaux à envoyer. Ils se sont fait tordre le bras, mais en même temps, ils n'avaient pas tellement le choix s'ils ne voulaient pas se faire tordre les deux bras. Alors, le premier signal, c'était effectivement ce qu'avait fait l'Allemagne, mais ça n'a pas été mis en avant. Alors que c'était, pour le coup, je pense, une immense victoire pour Donald Trump, c'est-à-dire de l'Allemagne relancer de la croissance de ce côté-là, ce qui n'était pas arrivé depuis vraiment, plusieurs décennies, et qu'on pouvait avoir, notamment se servir du rapport Draghi pour dire, en fait, l'Europe change, on arrête avec ce modèle exportateur et on va générer nous-mêmes de la croissance. Et quand vous avez un marché qui génère avec 400 millions de personnes de la croissance, toutes les entreprises américaines auraient été très heureuses d'accéder à ce marché-là. Mais comme aujourd'hui le signal qu'on envoie, c'est en fait nous on va continuer comme avant, c'est-à-dire zéro croissance, il n'y a aucun intérêt pour les entreprises américaines ou dans le reste du monde de venir vraiment se battre pour le marché européen. Et si on avait envoyé un autre signal, ça aurait été sans doute assez différent, mais ce signal-là, on ne l'a pas envoyé. Donc il aurait fallu, Gallagher, que ce soit structurel effectivement sur les signaux qu'on envoyait. Alors, sur des arguments, on a beaucoup parlé de leviers à actionner, etc., etc. On aurait pu employer tous les arguments du monde. Effectivement, dans la mesure où les États-Unis n'avaient absolument aucun intérêt, comme vient de le détailler Nicolas, de toute façon, ils nous auraient tordu le bras. Et à la limite, ce que dit Anne Kratz, et
les 100 ans, c'est-à-dire ils ont quand même été bien gentils de ne pas les mettre à 20% ces droits de douane. Alors, ils pouvaient nous tordre le bras, on avait accès à leur poignée aussi au niveau des services numériques. Si vous voulez, c'est un peu comme dans la guerre, il y a une gradation dans ce qu'on peut faire. On avait quand même à notre disposition l'instrument anti-coercition et des moyens de faire mal aux Américains. Notre faiblesse étant qu'en faisant mal aux Américains, notamment sur le secteur numérique, on se fait mal à nous-mêmes parce que nous n'avons pas d'alternative à offrir à nos conservateurs. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant, mais dans le temps présent, le constat qui s'impose est celui d'une certaine impuissance de notre part à activer certains de ces leviers sans qu'on soit en train de se tirer une balle dans le pied. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que les réflexions que vous mentionniez, elles nous sont imposées là, mais elles vont prendre énormément de temps en matière de mise en œuvre, que ce soit sur le fait de muscler, j'allais dire, la meilleure intégration de notre marché intérieur, d'aller chercher des alternatives au marché américain, du côté du Brésil, du côté de l'Inde, tout en devant gérer, parce qu'on parle beaucoup des Américains, les agressions à défaut d'utiliser une meilleure terminologie, qui viennent en provenance de la Chine. C'est-à-dire que l'Europe se retrouve prise en étau entre Washington et Pékin dans cette histoire, dans une situation qui est d'un extrême inconfort. Moi, si vous voulez, pour avoir bien suivi cette affaire cet après-midi, et voilà, j'enfonce une porte ouverte. Vous avez en face de vous une brute, quelqu'un qui est extrêmement brutal, qui vous sort un chiffre, 15%, vous avez le verre à moitié plein, c'est pas 75%, super, verre à moitié vide. Actuellement, on est plutôt aux alentours de 4,8%, me semble-t-il, en moyenne. Donc, ça va pénaliser les consommateurs américains, ça va pénaliser de nombreuses entreprises européennes, des milliers d'entreprises françaises, dont une douzaine de milliers qui dépendent à quasiment 50% du marché américain pour leurs exportations. Donc ça va faire mal, mais il va y avoir tout un travail à faire pour nous en France et à l'échelle européenne de patriotisme économique, de simplification des normes afin de muscler encore une fois l'intégration de notre marché. Ça a été dit, 450 millions d'individus qui ne sont pas des consommateurs mais qui sont aussi également partie des consommateurs et de classe moyenne, ça n'est pas rien, avec un PIB je crois qui est de l'ordre de 17 000 milliards. Pareillement, c'est conséquent par rapport aux États-Unis et à l'Europe. Maintenant, voilà, j'ai bien aimé la réaction de Giorgia Meloni. Alors justement, j'allais vous la faire écouter, parce qu'on vient de la recevoir, la réaction de Giorgia Meloni. Parce que c'est justement, on se dit, les dirigeants européens, ils sont un peu comme nous. Voilà, ils se disent, ça aurait pu être pire, mais en même temps, on ne sait pas finalement ce que ça donnera à la fin. Donc on va l'écouter. Je considère comme positif qu'il y a un accord, mais si je ne vois pas les détails, je ne suis pas en mesure de le juger correctement. Ça a le mérite d'être clair. Si vous me permettez, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Gallagher, c'est vrai que ça ne va pas aider les entreprises, mais aujourd'hui, on n'a pas utilisé les 6 premiers mois de l'année pour construire une économie européenne, pour construire de la production européenne, pour être plus autonome énergétiquement, plus autonome stratégiquement, on l'a évoqué ensemble. On est resté dépendant d'une annonce de Trump et on n'a rien créé de nouveau. Donc bien entendu, Trump aurait pu nous imposer 20%, on aurait dit amen, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer plus d'autonomie, plus de production, qu'on arrive quand même à faire en sorte que Mme Meloni et M. Orban ne soient pas les seuls interlocuteurs de Donald Trump, ça c'est aussi extrêmement important, et qu'on arrive à inverser un modèle. Ça va prendre du temps. Il faut aussi que les investisseurs français, européens et internationaux reviennent sur nos marchés, qu'on arrête d'être des vendeurs de produits, mais d'être tout simplement des concepteurs, des producteurs. On est riche en intelligence et en recherche et développement et en services. En revanche, on reste une vieille économie qui produit peu, qui produit cher et qui ne produit pas bien, sauf en matière de défense, bien entendu, où on reste en pointe là-dedans. Mais ça prendra du temps. Encore faut-il que les gouvernements, y compris le gouvernement français veuillent s'engager dans cette voie-là, ou tout simplement attendre que ça tombe, et on a vu que ça tombait à 15% aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Isabelle Tisse-Saint-Jean? Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes économiste, vous avez été élu au Parti Socialiste, et vous êtes professeur d'université à la Sorbonne. Cette analyse d'un besoin urgent, voire urgentissime, de plan de relance à l'échelle européenne, un peu ce qu'ont fait les Allemands, mais à 27, c'est ça la solution en fait?
Ce qui est clair, c'est que cet accord signe l'impuissance de l'Europe, en fait, et la force des États-Unis. C'est-à-dire que c'est quand même un accord complètement déséquilibré, parce que, soi-disant, ça rééquilibre les choses si on écoute Ursula von der Leyen, mais ça rééquilibre les choses si on se contente de regarder les biens et qu'on oublie les services, mais si on intègre les services, on sait que l'équilibre n'est pas le même. Donc voilà, donc c'est un accord extrêmement déséquilibré, mais qui atteste de la faiblesse de l'Europe. Si l'Europe accepte un accord de ce type-là, qui est quand même plus mauvais que ce que le Royaume-Uni obtient, qui est analogue à celui à peu près du Japon, un peu calqué sur celui du Japon, c'est parce que elle n'a pas réussi à faire état des forces qu'elle avait parce que ses faiblesses étaient trop importantes. Et des faiblesses qui sont, alors, pas seulement économiques, qui sont économiques évidemment, mais qui sont aussi d'ordre géopolitique. C'est ce qui se passe du côté de l'Ukraine qui a pesé aussi dans la balance. Tout ça étant complètement mélangé. Mais oui, l'Europe doit se réveiller, l'Europe doit se donner les moyens de réorienter, parce que visiblement, on entre dans une période nouvelle qui risque de durer. Donc il faut réorienter nos flux commerciaux et puis il faut absolument qu'elle retrouve une autonomie qu'elle a un peu perdue. Donc oui, je peux partager ça. Ceci étant, quand même, dans la situation, il y a quand même quelque chose d'important qui est, elle n'a pas cédé sur des choses qui étaient initialement en jeu, à savoir un certain nombre de régulations, de normes dans le domaine du numérique et dans le domaine sanitaire. Là-dessus, Trump aurait voulu avancer et visiblement, d'après ce qu'on sait, mais encore une fois, il faut attendre avant d'être trop affirmatif, là-dessus, il n'y aurait pas eu de bouger. Il y a des choses dans l'accord, il y a aussi cette histoire sur l'énergie, l'engagement à acheter plus d'énergie américaine, notamment du gaz naturel liquéfié. Attention aux problématiques. Est-ce que c'est compatible avec les enjeux climatiques et les objectifs que s'est donné l'Europe? Il faudra vraiment faire attention à ça. Sur les investissements qu'elle accepte de faire aux États-Unis, là, on est clairement dans un espèce d'effet d'annonce qui donne une victoire faciale à Trump. Mais je ne pense pas que ça ait beaucoup de conséquences et que ça modifie beaucoup les choses. Ce qu'on regardera avec attention demain matin, c'est l'ouverture des bourses européennes, bien évidemment. Général Richaud, vous vouliez intervenir? Oui, moi, ma réflexion sera plus politique qu'économique, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais là où je suis d'accord, c'est qu'on revient, en fait, on est en situation de guerre économique. La politique de la canonnière, l'OMC, tout ça vole en éclats, clac. Maintenant, c'est la loi du plus fort, c'est celui qui a les plus gros biceps qui impose sa volonté. Donc, on est effectivement dans un autre monde que le monde de l'après-guerre. Deuxième point, oui, c'est vraiment le symbole de l'impuissance de l'Europe. Il est vraiment étonnant qu'on ne puisse pas négocier d'égal à égal, alors qu'on est 450 millions d'habitants, qu'on est une des plus grandes, un ensemble économique mondial. Alors, mais à 1 contre 27, oui, mais il y en a 27 bien qui sûr, n'ont pas tous les mêmes enjeux. On dit toujours il n'y a pas d'Europe puissance militaire ni politique parce que ça a été fait sur le traité de Rome et que c'était un traité économique. Mais attention, on est une puissance économique. Et puis ensuite, quand on est en train de négocier avec les États-Unis d'Amérique, on voit qu'on n'est même pas une puissance économique cohérente. On n'est même pas capable de faire pièce aux ambitions d'un type brutal qui nous dit je vais te casser la gueule et donne-moi tes bottes. Voilà, c'est ça en fait. Et là, on a quand même un véritable problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que non seulement l'Europe n'est pas une Europe puissance politique, militaire, mais qu'en plus, c'est une puissance économique parfaitement incomplète. Et donc là, il faut quand même se reposer la question sur le modèle européen, le traité de Maastricht. Pourquoi on fait ça? Parce que et en fait, ce qui est censé nous unir, en fait, Donald Trump l'a utilisé pour nous séparer. C'est-à-dire, par exemple, les Allemands, les Italiens avaient des oui, il y avait des enjeux différents. Des enjeux qui étaient différents des nôtres. Ouais. Et donc, on n'est pas unis sur la réponse en plus à apporter. Et donc, ça, c'est quand même très inquiétant. Voilà ce que je veux dire. Elisabeth?
Moi, en écoutant le général, ce qui me frappe dans ça, c'est que c'est une combinaison, mais qui est liée aussi parce qu'il arrive à nous avoir, parce que cette question d'autonomie stratégique, quand on parle beaucoup ici dans le cadre de l'Ukraine, dans le cadre de la défense, que ça soit à l'OTAN avec les 5%, mais il faut bien acheter chez moi, et tout est lié en fait. On n'arrive pas sur aucun de ces domaines à être assez fort pour s'imposer. Exactement. Et du coup, et Elisabeth Saint-Jean a raison, ces négociations sont aussi sur d'autres questions. L'achat d'énergie, c'est aussi lié à la guerre en Ukraine, quand même, pas simplement sur les États-Unis. Il a commencé sa conférence de presse, et comme Gallagher, je suivais cet après-midi, quand même en parlant de l'OTAN. Et en parlant des armes et en parlant des budgets. Donc même dans la tête de Trump, qui doit être quand même assez compliqué, il a en tête tous les enjeux. Oui, il a même évoqué Gaza. En fait. Et bien sûr. Nous, on est dévisés, malheureusement. Je voudrais juste que vous écoutiez Ursula von der Leyen, qui a donc fait une mini-conférence de presse juste avant de monter dans son avion sur le tarmac en Écosse, juste après avoir quitté Donald Trump, et qui a donc remercié le président des États-Unis. Enfin, je tiens à remercier le président Trump personnellement pour son engagement personnel et son leadership pour que nous parvenions à cet accord. C'est un négociateur dur, mais il sait également parvenir à un accord. Alors, il sait aussi faire des compromis, si on en croit ce que dit Ursula von der Leyen. Faisons le détail, écoutons ce qu'elle nous a dit quand elle a détaillé elle-même ce qui serait taxé à 15% donc de droits de douane. Merci. Nous nous sommes mis d'accord sur un taux à 15% unique pour la plupart des exportations. Cela concerne la plupart des secteurs, y compris l'automobile, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques. Ce 15% est clair, il comprend l'ensemble des taxes. Cela donne beaucoup plus de clarté aux entreprises et aux citoyens, et c'était absolument essentiel. Alexandre Kateb, je ne vous ai pas resalué, mais merci de nous avoir rejoints. Quand elle dit c'est clair, ces 15% concernent l'ensemble des taxes, ça veut dire que c'est 10,01 plus 4,9 qui étaient déjà imposés ? Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas un grand changement par rapport à la situation qui prévalait durant la trêve des 90 jours. Il y a même une amélioration, puisque les automobiles étaient taxés à 25%, et là, on retombe à 15%. Et ça, que les Allemands sont contents, d'ailleurs. Les Allemands sont contents, en tout cas, ils ont sauvé les meubles, on va dire, et c'est ce qui comptait pour eux. Et effectivement, on a une plus grande clarté, une plus grande lisibilité sur un certain nombre de secteurs aussi, comme les produits pharmaceutiques, qui devaient être imposés dans un futur proche à de nouveaux taux prohibitifs, entre 25 et 50%, ce qui a été annoncé. Donc là, on est à peu près, normalement, on reste à 15% là-dessus. Donc il y a une certaine clarté sur tous ces secteurs. Maintenant, quelles sont en fait les concessions véritables que la Commission a dû faire pour obtenir cet accord ? C'est ça qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, en fait, on ne sait pas quelles sont ces concessions qui sont nécessairement différentes de ce qui a été annoncé, parce que l'Union européenne, elle, n'avait pas imposé de droits sur les États-Unis, contrairement à la Chine, qui avait été dans une démarche d'escalade et de désescalade ensuite. Donc, qu'avons-nous perdu en fait? Et ça, on ne le saura que quand on aura tous les détails de cet accord. Je ne suis même pas certain qu'on le sache complètement. Juste une précision, parce que tout à l'heure je disais les Allemands sont contents. En l'occurrence, c'est le gouvernement allemand qui a dit au moins on a évité l'escalade. C'est un accord qui est plutôt satisfaisant. Sauf que les industriels allemands, j'ai plus des réactions qui tombent. Là, ils communiquent beaucoup, les Allemands, contrairement aux Français. On a la chimie allemande qui dit c'est trop élevé, ça va pas. Et à l'instant, on a l'industrie allemande de façon globale qui prédit, je cite, des répercussions négatives considérable. Donc manifestement, ça ne satisfait pas les Allemands qui sont les premiers à réagir de façon assez violente. Madame Meloni, on l'a entendu tout à l'heure, qui dit, je sais pas si, non, vous n'étiez pas là, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui dit, écoutez, c'est bien qu'on ait de la stabilité, maintenant moi j'attends de voir ce qu'il y a dedans. Et effectivement, la chimie, c'est vraiment symptomatique, parce que c'est une industrie qui est en crise, qui était en crise ces dernières années, notamment depuis la guerre en Ukraine et depuis l'abandon du gaz russe.
Et effectivement, en passant à un gaz américain qui coûte 3 fois plus cher, ça a quasiment tué l'industrie chimique allemande. Et aujourd'hui, il y a ces taxes supplémentaires qui vont lui porter un coût encore qui pourrait être fatal en fait. Et on ne parle pas de l'acier, parce que sur l'acier, sur la sidérurgie, là, c'est un secteur qui n'entre pas dans le cadre de cet accord. Et là, c'est des droits potentiellement de 50%. Donc là, c'est encore un coup porté à un secteur qui est stratégique pour l'Europe et sur lequel il va falloir se réarmer tarifairement, notamment vis-à-vis de la Chine, et donc ça pose d'autres problèmes en série, quoi. Alors après, il y a ces secteurs qui seront exemptés. Elle nous en a fait la liste également. Alors succincte, hein, attention, on répète ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tout ça va être négocié. D'ailleurs, ils doivent y être en ce moment même, et ils vont sans doute pas beaucoup dormir dans les jours à venir, parce que tout ça doit s'appliquer. C'est surtout l'aéronautique. On sait que l'aéronautique va être exemptée, c'est parce qu'il y a une telle imbrication entre les secteurs aéronautiques européens et américains que c'était quasiment impensable de mettre des droits tarifaires. Il y a l'aéronautique, mais pas que. On écoute le détail qu'elle nous a donné tout à l'heure. Nous sommes également mis d'accord pour des taxes à 0 contre 0 pour certains produits stratégiques, dont tous les appareils aéronautiques et les composantes, certains produits chimiques, les équipements de semi-conducteurs, certains produits agricoles, des ressources naturelles et des matières premières critiques. Et nous continuerons à travailler pour ajouter davantage de produits à cette liste. Voilà, donc on voit bien que la liste elle est non exhaustive, hein, Gallagher. On est vraiment effectivement, alors certains produits agricoles, c'est suffisamment vaste pour ne pas savoir de quoi on parle. Les intrants, pour faire des engrais, les mots clés dans ce qu'elle dit, c'est stratégique et critique. Donc même si les Américains sous la houlette de Donald Trump se tirent une balle dans le pied, ils ont quand même été très attentifs à ces secteurs-là qui sont absolument critiques. Moi, je dois avouer que même si on parle davantage de clarté, je suis un peu confus sur le pharmaceutique qui concerne principalement les Irlandais, parce que dans la conférence de presse qui est donnée juste avant l'espèce de moment de simili-négociation, parce qu'on ne va pas me faire croire que Ursula von der Leyen, elle débarque sur le golfe de Donald Trump et qu'il passe en revue 500 pages, ou voire en 1 heure. 1000 pages, etc. C'était moins d'1 heure d'ailleurs. Et Donald Trump, d'ailleurs, je termine sur la théâtralité, il annonce, vous inquiétez pas, ce sera fini dans un peu moins d'1 heure. Parce que je pense qu'il n'a pas du tout envie de ce moment avec ce personnage qu'il déteste profondément. Donc en gros, les choses, elles sont un peu faites d'avance. Mais ça, c'est assez D'ailleurs, habituel. pardon, petite parenthèse, mais pour ceux qui n'ont pas suivi les images, on a un préambule de 25 minutes sur son golf, durant lesquels il parle 24 minutes et demie, voilà. Et puis ensuite, à peine 1 heure de rendez-vous, et derrière, ça dure 5 minutes. Enfin, je veux dire, voilà, c'est expédié. Mais la question lui a été posée sur le pharmaceutique. Et ça, alors j'ai peut-être pas été suffisamment attentif ou mal compris ce qui était dit. Il a dit, écoutez, ça, non, il n'est pas question que j'épargne le secteur pharmaceutique, c'est critique pour les États-Unis, on va tout ramener aux États-Unis, ce que je peux totalement comprendre pour des raisons de souveraineté. On vient quand même de passer par la phase Covid, on comprend à quel point c'est important de ne pas être dépendant, particulièrement de ce secteur, dans les périodes de crise type pandémie, etc. Mais quelque chose a dû m'échapper entre ce moment-là et l'annonce de Madame von der Leyen. Après, je pense que l'un des risques sur lesquels il faut aussi appuyer, c'est que Donald Trump, il a la possibilité, et ça on va le voir dans les détails, pourquoi est-ce que tous les chefs d'État et de gouvernement européens attendent de voir les détails? Parce qu'ils veulent voir s'ils ont été, entre guillemets, éventuellement trahis par von der Leyen. Ouais, donc ça dit une confiance assez modérée dans ce personnage. Et puis si effectivement leurs intérêts ont été lésés, n'oubliez pas qu'il y a quand même une étape à venir, c'est l'accord qui doit être donné par les 27. C'est-à-dire que là, on n'a pas totalement la fin de l'histoire. Donc Donald Trump peut aussi se servir, entre guillemets, de ce moment de négociation pour accentuer les éventuelles divisions entre, je suis dans les clichés, mais les Italiens qui sont attentifs au secteur du luxe, les Français sur les vins et spiritueux, pour ne citer que ce secteur-là, les Irlandais sur le pharmaceutique, les Allemands sur Volkswagen et BMW, que Donald Trump a d'ailleurs cité en prenant le soin de nommer, et Mercedes, les marques les unes après les autres, histoire de faire un gros clin d'œil bien appuyé
aux Allemands. Et on peut citer d'autres secteurs comme ça, où ça peut effectivement générer quand même des conversations très houleuses. Alors, on a pas mal de réactions, encore une fois, pas de réaction officielle du gouvernement français, mais en revanche, des réactions de politiques français, on en a. Je vous donnais celle de Marine Le Pen tout à l'heure. L'accord commercial est un fiasco politique, économique et moral. Voilà ce que dit la présidente du groupe RN à l'Assemblée. On a une réaction de Jean-Luc Mélenchon également, que vous allez découvrir sur cet écran. Tout a été cédé à Trump, avec le droit de changer les règles du jeu établies en 75 ans de relations bilatérales. Et une dernière réaction, celle de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre évidemment, 27 juillet 2025, jour de la déclaration de dépendance européenne. Là, la phrase est assez forte. Il est illusoire de croire que Donald Trump arrêtera là ses revendications face à une Europe dont il méprise la souveraineté. Anne Kratz, c'est vrai que, et c'est une question que je posais d'ailleurs tout à l'heure à nos économistes qui étaient présents sur le plateau, il commence à 15, c'est un point de départ finalement. Donald Trump, il a des midterms dans un peu plus d'1 an. Il va avoir besoin aussi de donner des gages à sa population. Absolument, les midterms se rapprochent à toute vitesse. Mais justement, si je peux me permettre, je voudrais citer une chose, parler un peu de l'aspect historique de ce genre de choses. En 1927, il y a eu une très grosse crise entre les États-Unis, la France et l'Allemagne sur les tarifs. Les États-Unis voulaient imposer à la France 40% de tarifs, sinon plus. Et il y avait un certain nombre d'économistes américains qui étaient contre et d'autres qui étaient pour, etc. Quelqu'un avait qualifié cette situation d'un tarif, non pas de négociation, mais d'un tarif de guerre. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, l'Allemagne, et il faut que j'en parle parce que c'est important, on reviendra à la France après, l'Allemagne devait payer les droits de guerre, les dommages de guerre à l'Angleterre et à la France pour la Première Guerre mondiale en dollars. Et en plus de ça, les États-Unis avaient prêté à l'Allemagne en 1923-24, après la très grosse crise de la République de Weimar et l'inflation en Allemagne d'environ 500-600% par jour. Ils devaient rembourser tout ça en dollars. Or, ce qui s'est passé, quand les tarifs ont été imposés à la France et à l'Allemagne n'a pas pu rembourser. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver ? En 1929, il y a eu la crise que vous connaissez, qui a été en partie le résultat de cette situation, parce que beaucoup d'argent est arrivé aux États-Unis à cause des tarifs, mais en même temps, le commerce mondial a été complètement chamboulé, diversifié, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver après 1929 ? En 1931, la banqueroute allemande, et vous voyez, suivez mon regard, Hitler. Or, qu'est-ce qu'on voit arriver à l'heure actuelle entre Trump et les Européens ? C'est aussi tout ce que font les États-Unis pour mettre en valeur tous les partis qui sont à la droite ou à l'extrême droite de l'Europe. Et moi, je dirais une chose. Alors, M. Trump arrive beaucoup mieux même que M. Poutine à diviser les Européens. Eh oui, mais c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. C'est ça aussi, effectivement, le danger. Il faut dire que l'histoire s'est mal finie pour le président Hoover, puisqu'il a perdu les élections de 1933. Voilà. Donc, en fait, la guerre des tarifs, l'inflation, qui a aggravé en fait la crise de 29, a fait qu'il a perdu les élections. Donc maintenant, attendons voir au fait les effets induits qui vont se passer aux États-Unis. L'affaire n'est pas gagnée. On est parti de 3 réactions. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen et Monsieur de Villepin, dont, si j'ai bien compris, c'est pas mon sujet, c'est-à-dire la politique intérieure, qui risquent potentiellement d'être candidats à la présidentielle, qui sont tous dans du déclaratoire où ils dénoncent. D'accord avec les 3 déclarations, mais en tant que citoyen, consommateur, à part le fait que je suis également commentateur, qu'est-ce qu'ils proposent ? Non, mais c'est ça. On peut dénoncer, je suis d'accord, c'est un fiasco, c'est un échec, c'est une violation de tout ce qui a été établi depuis 75 ans. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'aurions-nous dû faire ? Qu'aurions-nous pu faire ? La question, c'est celle que je vous posais tout à l'heure. Les GAFAM à 500%. Alors voilà, parce que ce matin, j'ai écouté un commentateur dans le pied. Oui, mais qui disait que c'était peut-être se tirer une balle dans le pied de taxer les GAFAM à 500%, mais d'utiliser quand même ce levier-là, parce que lui, Donald Trump, il a aussi utilisé des leviers qui lui auraient mis une balle dans le pied à lui-même également. Donc c'est aussi sans doute un jeu de dupes et un jeu un concours de muscles en fait finalement. C'est un peu ça. Et d'ailleurs sur ce volet numérique, on n'a pas vraiment obtenu des garanties, je dirais solides, parce que
c'était pas le cœur de la négociation ou de cet accord, en tout cas, tel qu'il a été annoncé et publié, mais on sait très bien qu'il y a eu des pressions très fortes pour abandonner la taxe sur les services numériques au niveau européen. Ce projet de taxe au niveau européen qui finalement a été enterré en catimini. Il existe des taxes au niveau national, en France par exemple, en Italie, dans d'autres pays, mais la taxe européenne a été abandonnée. Et demain, qu'est-ce que ça sera ? Est-ce que ça sera la réglementation sur la localisation des données numériques, par exemple ? Ce que Trump a obtenu pour le Japon. Il a obtenu l'abolition de cette règle de localisation, et également pour le Royaume-Uni. Donc on voit bien que, en fait, derrière le commerce, il y a des choses beaucoup plus fondamentales qui se jouent et qui sont de nature géostratégique, géopolitique, comme on voudra, mais qui concernent des dimensions, par exemple, comme la guerre froide avec la Chine, enfin la rivalité sino-américaine et la position que les autres pays du G7 doivent avoir dans cette rivalité. Alors là, on a une manière peut-être musclée d'amener ces pays à s'arrimer vraiment aux États-Unis, y compris en leur tordant le bras, parce que ce qui se prépare, c'est cette rivalité de plus en plus, je dirais, évidente avec la Chine demain. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que puisque quand vous parlez de rivalité, moi je me souviens vendredi soir, c'est Thierry Breton qui était sur ce plateau qui me disait il ne sera pas, ce sera un échec si on écope de droits de douane supérieurs à ce qu'a écopé la Grande-Bretagne, par exemple, en disant c'est pas possible. La Grande-Bretagne, c'est 10%. Ouais, alors, la Grande-Bretagne, 10%, nous 450 millions d'habitants, on arrive à négocier avec eux. Alors, 10%, mais pour un solde commercial qui est déficitaire avec qui est déficitaire, alors que l'autre est largement donc excédentaire. Le 10%, c'était un peu le plancher que les stratèges et je dirais les gourous économiques de Trump avaient imposé. Donc c'est un peu normal quelque part qu'avec un déficit commercial de 200 milliards sur les marchandises, on écope d'un tarif plus élevé. Je voudrais juste poser une question à Gallagher, je voudrais avoir votre avis là-dessus. J'ai posé la question tout à l'heure à Elisabeth sur... alors, on a beaucoup parlé de la mise en scène, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de choquant, alors vous qui êtes franco-américain, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais avoir ce président des États-Unis qui va en grande pompe recevoir donc d'abord le Premier ministre britannique, puis la présidente de la Commission, non pas dans une résidence de l'État, mais dans une entreprise qui lui appartient, où son nom est inscrit partout en énorme, au sein de son empire personnel. Je veux dire, on est au sein de son groupe qui génère des milliards de dollars pour aller gérer le commerce mondial, finalement, puisque l'OMC, comme le disait le général, ça n'existe plus. Je vous remercie de me poser la question à quelque chose de très rafraîchissant. Je suis sûr que je vais vous dire ce que Elisabeth Shepard-Selam vous a dit tout à l'heure, parce que je pense qu'on pense à peu près la même chose là-dessus. En fait, Donald Trump est tellement scandaleux dans son comportement et il enchaîne tellement de scandales qu'on finit par oublier certains de ces scandales. Et effectivement, le conflit d'intérêts que vous décrivez par le menu et qui est de l'ordre de l'évidence, on n'a presque pas le temps de le souligner, tant on est confronté à de l'inédit, du brutal et un enchaînement comme ça, et qui est une technique très, très trumpiste. C'est ce qu'il appelle l'inondation de la zone, de la surface médiatique. Sans complexe et vulgaire. Sachant que lui, il a vous savez, le sparadrap du capitaine Haddock en ce moment, qui est l'affaire Epstein. Donc demain, il va y avoir une conversation avec les Chinois. Aujourd'hui, c'est avec les Européens. Il y a quelques jours, c'était les Japonais. Avant ça, les Vietnamiens. Donc tout ça, c'est aussi une grande manœuvre de diversion. Mais quand on prend effectivement, et c'est bien qu'on ait sur ce plateau le temps de le faire, d'aborder également ce sujet qui est loin d'être anodin. Un président, et j'en parlais tout à l'heure presque en souriant, et je ne devrais pas en sourire, qui, avec Madame von der Leyen, à laquelle il impose de venir sur son golf privé et conférence de presse, donc c'est quand même en mondovision, regardez ça sur LCI, sur le canal que vous souhaitez, et il vous fait un dégagement, mais de 10 minutes sur l'immobilier, son golf, la qualité de son golf, salle de bal. la qualité de la salle de bal, en disant, vous savez, j'ai fait faire la même à la Maison-Blanche, parce qu'il n'y a jamais eu un président qui est spécialiste de l'immobilier à la Maison-Blanche, et donc moi je vais prendre celle qui est ici, et d'ailleurs il faut que vous alliez la voir, elle est vraiment magnifique, et ça mais c'était surréaliste. C'est cette espèce de désinhibition dans le scandale, le conflit d'intérêts, la monétisation pleinement assumée du pouvoir
exécutive, de dire la Maison-Blanche, en fait, c'est comme un casino, c'est comme une entreprise, ça sert à faire de l'argent. Pas pour les Américains, pour moi, ma famille. Si ça ruisselle en direction des Américains, tant mieux. Mais c'est d'abord ma marque, moi. Et d'ailleurs, à la base, dans ce qui est communiqué, la note qui est envoyée à ce qu'on appelle le pool, les journalistes qui suivent de manière permanente la Maison-Blanche, c'est un voyage à titre personnel au cours duquel l'activité principale c'est golfing, et c'est l'inauguration d'un deuxième site qui va porter le nom de sa mère, qui est d'origine écossaise. Mais on est dans un tel moment, dans un tel maelstrom de scandales, d'inédits et de brutalité, que ça passerait presque inaperçu. Donc merci de me poser. Mais non, mais que ça passe inaperçu aux États-Unis à la limite. Ah non, ça passe pas inaperçu. Mais moi, je voudrais. Est-ce que. C'est une question de temps, c'est peut-être trop. Ursula von der Leyen, ou même Keir Starmer d'ailleurs, n'aurait-il pas dû dire, écoutez, on se voit où ça vous arrange, Monsieur le Président, à l'ambassade des États-Unis, mais on ne se voit pas dans votre golf privé, non? Avec à le dire, hein. Et ils ne l'ont pas dit. Non, mais je suis d'accord. Ils n'osent pas. Mais c'est surtout qu'on va aux ordres. Moi, il y a un truc qui sert bien en Europe. Ça, c'est encore plus flagrant. Et ce sont les dirigeants qui se déplacent. On va vers le grand roi. Mais comme si c'était un roi, presque. Non, mais c'est le grand roi. C'est Cyrus le Grand. Enfin, le problème, en plus général, c'est que ça arrive 48 heures après que Madame von der Leyen est allée en Chine pour le sommet qui devait se passer à Bruxelles. Non, mais surtout, ce sommet devait se passer à Bruxelles, devait durer 48 heures. Finalement, il s'est passé à Pékin, il a duré 24 heures et puis il en est ressorti à peu près rien du tout. Et donc, moi, je trouve que ces deux successions de séquences, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sont quand même assez effarantes d'un point de vue au-delà de l'image même. Elle renseigne sur ce qu'est l'Europe réellement. Il y a Donald Trump, il a un mépris pour l'Europe. D'abord, il veut le vendre à la découpe, tout ce qu'il pourra faire pour vendre l'Europe à la découpe. Il aime tellement l'Europe qu'il aime quand elle était 27. Elle est à 27. Donc il n'aime pas l'Europe qui est unie parce que ça risque de lui faire de l'ombre. Donc en fait, sa détestation de l'Europe, c'est ça, c'est l'humiliation. C'est le spécialiste de l'humiliation. Et il fait venir quand même la représentante de 450 millions d'habitants de 27 pays qui pèse quand même sur le plan économique dans son golfe privé. Et on vient faire la gourbette, on vient lui apporter le myrrhe, l'encens et peut-être même faire la genuflexion et lui baiser la bagouze. Bon, ça va, quoi. Mais c'est à peu près ça. C'est tout à fait juste. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, Madame von der Leyen aurait très bien pu dire très courtoisement, de façon à surprendre d'ailleurs Trump par sa courtoisie, parce que c'est déstabiliser un peu. Lui, il sait pas. Comme vous venez de le dire à l'instant, Monsieur le Président, je voudrais vous rencontrer à tel ou tel endroit officiellement. Mais il y a une certaine lâcheté quand même. Il faut bien le dire. Il faut bien utiliser ce mot. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi dans l'intérêt des Américains. Ces 15%, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour faire venir de l'argent aux États-Unis. C'est pas seulement pour nous faire peur, etc. C'est pour sauver les meubles. On dit on a sauvé les meubles, mais il faut sauver les meubles en Amérique. L'Amérique est dans une situation très très difficile financièrement. Pourquoi est-ce que Trump fait tout ça? Pour la même raison qu'en 1927, il fallait faire rentrer de l'argent parce qu'il veut faire baisser les impôts, etc. Il fait réindustrialiser son pays oui, c'est ça. Par les Européens, ce qui permettra Donc Mme von der Leyen avait toutes les raisons de dire je ne suis pas libre, ou quand vous voudrez, ou fixer elle-même la date. Pourquoi y aller? Pourquoi aller dans un club de golf? Ça vient d'être dit. C'est assez incompréhensible de la part des observateurs. Il y a aussi une volonté de reconnaissance de Mme von der Leyen aussi, qui a besoin de reconnaissance. Surtout qu'il la déteste. Enfin, je pense que Gallagher l'a dit. Pas très bien, oui. Mais le problème... ça prouve, et on en parlait, je crois que c'est Gallagher qui en parlait hier soir sur ce même plateau, pour lui, les Européens ne sont pas une puissance, c'est mignon, c'est de l'histoire, c'est Notre-Dame. La façon dont il en parle de Macron l'autre jour le montre aussi. Il est sympa, mais c'est des bons gars. Ça ne porterait, on s'en fout en gros. On s'en fout. Donc il les convoque comme on convoquera un enfant qui est mignon, mais qui n'est pas très puissant, et on se plie, et c'est très problématique. Et encore une fois, un problème de puissance et de montrer sa puissance.